Bienvenue à tous pour cette séance post-bac à l'étranger, Study Abroad. Nous accueillons beaucoup d'alumni qui viennent nous revoir pour partager leurs expériences. Nous accueillons également les trois professeurs de la section SIA de Nelson Mandela. Merci à vous d'être là. Et nous aurons également un petit peu plus tard la présence de parents d'alumni qui vont également partager leur point de vue de parents sur ce que ça représente de faire des études à l'étranger. Je réalise que mon partage d'écran ne s'est pas fait comme il... Voilà, je pense que là, ce sera mieux. Vous voyez... Voilà, Parfait. parfait. Allez, super, on continue. Donc, comme je vous le précisais, cette session est enregistrée, ce qui implique votre consentement au droit à l'image. Elle est enregistrée. L'enregistrement sera accessible sur le blog de l'association et le site du lycée pour les personnes qui l'auraient raté ou qui veulent revoir certains points spécifiques. De quoi allons-nous parler ce soir? Eh bien, il y a plusieurs parties à cette session. On va déjà regarder un petit peu où se trouvent les alumni de la section SIA depuis qu'ils ont commencé leur cursus en 2014. Ensuite, on va passer sur des informations plus générales sur les études post-bac à l'étranger. Qu'est-ce que ça implique à beaucoup de niveaux? Quand est-ce qu'il faut s'y prendre? Les tests d'anglais, comment ça se passe? Quel est le coût de tout ça? Quels sont les éléments à prendre en compte? On va avoir également des retours d'expérience sur les années de césure qui sont possibles aussi. Ensuite, on va se focaliser sur les pays spécifiques où nos alumni sont partis étudier. Et donc, on aura les Royaumes-Unis, l'Irlande, les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne brièvement, le Danemark, le Canada et les États-Unis pour cette séance. Et ensuite, en facultatif, à partir de 20h30, on vous propose de vous rendre dans des salles dédiées par pays où vous pourrez échanger avec les alumni qui ont étudié dans certains pays ou qui ont fait certains cursus et vous pourrez avoir des échanges plus individuels pour voilà, poser des questions spécifiques. Je vais tout de suite passer à la suite et passer la main à Olivier qui va nous faire un petit point sur où se trouvent les alumni de la SIA. Alors, en fait, c'est désormais un camembert, un pie chart qui évolue chaque année, mais finalement, pas tant que ça, puisque c'est un graphique qui révèle qu'en fait, eh bien, les choix sont très, très divers et que finalement, la SIA, c'est une formation qui ouvre vers tous les possibles, hein, avec une prédominance quand même pour les licences et les bachelors, vous voyez, mais aussi pas mal d'élèves qui font des classes préparatoires aux grandes écoles. Euh, Assez peu finalement d'élèves proportionnellement qui vont vers les passes LAS, donc qui conduisent vers les études de médecine. Mais bon, c'est pas vraiment une surprise, hein, vu la coloration, on va dire, plutôt linguistique quand même de la section. Donc voilà, c'est vraiment une formation qui débouche sur des formations très, très diverses. Voilà. Alors ça, c'est un petit graphique qui montre très rapidement, en fait, que il y a une proportion plus élevée d'élèves qui sont en études à l'étranger à un moment donné, qui le font dès qu'ils obtiennent leur bac, à peu près trois quarts, et qu'il y a à peu près un quart, donc le quart restant, qui goûtent à l'étranger au cours de leurs études, mais euh, après la première année, alors ça peut être en L2, L3, même en master pour certains. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose dont on va rediscuter, mais c'est la réalité des chiffres pour nos alumni. Alors là, bon, évidemment, des cartes, puisque moi, j'ai du mal à m'en passer. Donc, ça montre la répartition des élèves depuis 2017. Donc, on commence à en avoir pas mal. Je crois que, je sais pas, je crois que c'est entre 200 et 300. Je me souviens plus exactement des chiffres, mais ça nous donne cette répartition au niveau de la France métropolitaine. Donc, vous voyez qu'évidemment, Nantes prédomine et que la région parisienne est très, très représentée. Et puis, les grandes villes françaises plus proches, hein, de Bordeaux, Rennes, Lille. Le reste de la France est moins concerné pour des raisons peut-être géographiques. Donc voilà, on a quand même une répartition sur l'ensemble du territoire national. Ça, c'est à l'échelle européenne. Donc là, on voit très bien le tropisme
des Pays-Bas. C'est très clair, les Pays-Bas remportent la palme, on va dire, suivi par le Royaume-Uni, mais dans une moindre mesure, et puis ensuite les pays limitrophes, Allemagne, la Belgique, un peu la Suisse, l'Espagne, mais dans des faibles proportions. Ce qui est intéressant de noter, c'est que quand on discute avec nos collègues de SIA, notamment lorsqu'on se rencontre à Paris, ce tropisme néerlandais n'est pas aussi marqué chez eux. Il l'est chez nous, mais très 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 fortement. On peut peut-être l'expliquer par une forme de, on va dire, d'habitude désormais prise, hein, puisque le fichier alumni est peut-être un élément qui contribue à favoriser cette destination. En tout cas, on n'a pas vérifié chez nos partenaires, enfin chez nos collègues, la même destination privilégiée. Et puis le reste du monde, bah, là, tout est à l'échelle, hein. Donc vous voyez que les points sont plus petits, il y a beaucoup moins d'alumni présents, mais l'Amérique du Nord est quand même présente, et surtout pour ce qui est du Canada, avec Montréal, bien sûr, Toronto. Très peu aux États-Unis, hein, mais bon, est-ce une surprise quand on connaît les tuition fees? Et les difficultés aussi, hein, pour aller aux États-Unis. Et là, par contre, on n'est pas les seuls, hein, même dans les écoles parisiennes, avec un nombre élevé de gens qui ont même des relations avec les États-Unis, eh ben, ils envoient très peu, très très peu de leurs élèves aux États-Unis, hein. C'était très surprenant pour moi d'apprendre que même dans des grandes écoles comme Saint-Germain ou comme Valbonne ou même Janine Manuel, eh ben, finalement, ils ne conseillent pas forcément les États-Unis à leurs élèves. Euh, voilà. Et puis pour finir, bah, voilà, ce sont quelques logos d'universités qui concernent nos alumni. Par zone géographique. Donc, on voit les différents pays qui s'affichent avec les écoles. Alors, sans doute que parmi tous ceux qui sont avec nous ce soir, les alumni, eh ben, il y en a qui voient apparaître leur petit logo et qui peuvent être fiers, voilà, d'être les représentants, les ambassadeurs de ces belles universités, qu'elles soient aux Pays-Bas ou dans le reste du monde. Voilà. Merci beaucoup, Olivier. On va passer la main à Denise, si tu veux bien nous faire une petite explication sur les années de césure, les gap years. Oui, bonsoir à tout le monde. Donc, évidemment, l'année de césure ou de gap year est possible après le bac. C'est même fortement conseillé, surtout pour ceux qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire ou qui ont besoin de faire une petite pause dans leurs études. Ça peut être 2 mois, 6 mois, 1 an. C'est toujours l'occasion de partir à l'étranger. Ça peut être avec un organisme ou une association. Ça peut être par des connaissances de la famille. Ça peut être pour faire un service civique, du bénévolat, volontariat. Alors, ce qui est important par rapport à Parcoursup, c'est quand même d'exprimer des choix. Et c'est là où on va faire une distinction de vocabulaire entre l'année de césure, qui est considérée comme officielle, c'est-à-dire que l'élève va faire ses vœux sur Parcoursup, il va choisir l'établissement, il va être, on espère, accepté. Et ensuite, quand la réponse est oui, oui, mais, etc., il peut cocher la case année de césure. Donc, par contre, après, l'établissement n'est pas garanti forcément de l'accepter. Donc, si l'établissement en face accepte cette année de césure, la place est conservée et vous gardez le statut d'étudiant. Mais ça peut être refusé. Alors, ensuite, un gap year, c'est entièrement de votre côté que vous le faites par vos moyens et vous n'êtes pas obligé de le signaler sur Parcoursup. Et vous pouvez garder vos identifiants et revenir dans l'année suivant la terminale et réintégrer Parcoursup et refaire des vœux 1 an après. Ce n'est pas un problème. Par contre, ça serait à vous de bien guetter les dates de Parcoursup l'année d'après. Mais vous gardez vos mêmes identifiants. Et là, on va laisser la parole à plusieurs étudiants qui ont fait ce choix-là.
Donc, il y a Kostya Polivka et Matt Gazowski. Il y a également Solène Girel qui ont fait 3 choix, je pense, bien différents et on leur laisse la parole. Allez-y, Kostya, on commence par toi. Bonsoir à tous. Donc du coup, moi j'ai graduate en 2019 et alors pour moi le gap year ça a été un peu particulier parce que j'avais pas prévu d'en faire un. Donc en fait, je suis parti dans une école de commerce à Madrid juste après le bac et ça s'est pas très bien passé pour moi. Donc après, j'ai fait un gap year. Sauf que j'avais pas prévu, donc j'avais pas anticipé des formations pour reprendre à la place. Et en plus de ça, c'était pendant l'année du Covid, donc j'ai pas eu l'opportunité de voyager ou de faire des expériences comme ça qui auraient été sympas. Mais ce que je peux te dire de cette expérience, c'est que pour moi, ça a été le premier moment où j'ai pu lever la tête un peu de mes études et donc aussi de pouvoir me poser des questions sur bah, qu'est-ce qui me plaît, quelle formation est-ce que j'ai envie de faire, moi en tant qu'individu, qu'est-ce qui est important pour moi, etc. Donc je pense que c'est plutôt un moment qui est très bénéfique. Voilà, si on sent qu'on a besoin de prendre un petit peu plus de temps, de pas forcément suivre un parcours aussi linéaire, aussi un peu tracé. Donc, je pense que, voilà, je pense que pour ça, c'est très bénéfique. Et d'ailleurs, moi, ça m'a permis pendant cette année de reprendre des applications pour les universités à l'étranger et après de venir à Amsterdam. Donc, finalement, ça m'a vraiment permis de rebondir. Donc voilà, je recommande ça euh, pour voilà, les valeurs un peu introspectives, on va dire, et qui, à mon avis, permettent de faire gagner du temps par la suite. Excellent, merci Costia. Est-ce que Matt, tu peux partager ton expérience, pardon Mathieu, ton expérience avec nous sur Oui, le bien gap sûr, ouais. year? Donc ouais, je rejoins totalement ce que disait Costia. Moi, j'ai eu la chance en fait de partir en Ouganda et puis en Allemagne. Donc en Ouganda, j'ai fait du bénévolat et puis en Allemagne, j'ai eu un stage dans une forêt nationale. Et et ouais, bah, comme disait Costia, en fait, ça, pour moi, ça m'a vraiment permis de réfléchir en fait à ce que je voulais faire, de prendre un peu plus le temps histoire de voir euh, dans quelle direction est-ce que je veux aller, enfin quelles sont mes valeurs, quelles sont les choses les plus importantes pour moi. Et, et c'est vrai que c'est toujours bon, un peu compliqué. Enfin, moi j'ai trouvé ça très compliqué en d'une part de savoir quand on est au lycée, de savoir en fait ce qu'on veut faire. Enfin, c'est des cours qui ont, euh, enfin, de partir de je sais pas combien de cours, et puis en choisir 2 ou 3 qui vont être les cours phares des études. C'est vrai que c'est un peu intimidant. Donc ouais, non, moi ça m'a vraiment permis de prendre le temps et puis voir ce qui était important pour moi. Et puis Et puis juste aussi, enfin des trucs tout bêtes. Moi, c'était lors de mon gapier que j'ai passé mon permis de conduire. Enfin, il y a plein de choses aussi juste au niveau que, bon, j'allais dire administratif, c'est pas vraiment de l'administratif, mais juste des compétences personnelles en fait qui sont toujours bonnes à prendre. Et ouais, moi je le conseille vraiment si on sait pas ce que l'on veut faire ou alors si on est vraiment motivé pour continuer. Si Tout à fait. Parfait, merci Mathieu. ouais. Et puis, Solène? bon, je dirais juste une dernière chose sur le gap year aussi, c'est que euh, je sais pas vraiment comment ça se passe en France, mais en tout cas à l'étranger, c'est vraiment pas important de prendre une année de césure. Il y a tellement de personnes qui en prennent 2, 3, enfin, des personnes qui intègrent leur bachelor, leur licence à 25 ans. Enfin, tout ça, c'est normal. Donc, c'est, ce côté-là, c'est vraiment pas la chose qui doit faire peur, en tout cas. Merci. Et on va écouter Solène maintenant qui a une expérience juste l'année dernière. Oui. Euh, je viens de commencer ma première année d'université et l'année dernière j'ai vécu aux États-Unis avec une amie de famille et
ça m'a fait vraiment beaucoup de bien, je pense, après les années intenses du lycée, plus Covid. Et ça faisait du bien de pouvoir voyager, visiter plein de villes aux États-Unis, tout ça. Et aussi de passer beaucoup de temps avec ma famille, qui je vois après une fois par an. Ça fait pas beaucoup de base. Donc ouais, ça m'a fait vraiment du bien. Après, je pense, je vais juste répéter ce que Kostia et Mathieu ont dit, mais Mais Solène, toi, tu as travaillé en fait. Et oui. donc, qu'est-ce que ça t'a appris le fait de travailler là-bas aux États-Unis? Hmm. Bah, c'est super pratique aux États-Unis parce que, bon, après, j'ai la nationalité américaine, donc c'était beaucoup plus facile, mais c'était très facile de me trouver un job et de pouvoir travailler pendant 6 mois. J'ai pu gagner de l'argent, j'ai pu gagner beaucoup d'expérience et j'ai quelque chose de plus à mettre sur mon CV. Donc, c'est vraiment bien pour avoir des expériences hors parcours scolaire, ce qui, je pense, est très, très important sur le CV quand vous allez vous inscrire aux universités ou c'est trouver un job ou un stage ou quelque chose comme ça. C'est très, très important parce que ça apporte beaucoup d'expériences différentes et ça peut vous apporter des, des visions différentes sur le monde. Formidable, merci. Si vous avez davantage de questions, si le gap year vous intéresse, on aura donc une salle dédiée en fin de séance entre 20h30 et 21h. Il y aura des salles dédiées, dont une salle pour le gap year. Donc vous pourrez retrouver Kostia, Solène et Mathieu en intermittence parce qu'ils seront également dans la salle Pays-Bas, mais vous pourrez leur poser des questions sur le gap year dans ces salles. On va passer à la suite du contenu et là je rappelle Olivier pour nous expliquer un petit peu la mobilité sortante. Alors oui, c'est un thème un peu technique qui finalement rejoint un petit peu les graphiques du début, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut aller dans une formation à l'étranger dès l'obtention du bac, mais on peut aussi finalement y aller ensuite au cours de ses études par le biais de la mobilité sortante. Alors, comment ça se passe? Eh ben, en fait, c'est assez simple, hein. On s'inscrit dans un établissement supérieur en France. Ça peut être à la faculté, université, ça peut être dans une école privée. Et très souvent, il y a des partenariats qui sont établis, de plus en plus d'ailleurs, des partenariats qui sont établis avec des écoles à l'étranger. Et il y a plusieurs modalités possibles. Donc, il y a effectivement, comme vous voyez, l'obtention possible d'un double diplôme. Je crois que c'est le cas pour plusieurs alumni, dont Chloé Brizard, je crois, qui est en train de conduire un double diplôme. On peut aussi passer un semestre ou voire 2 semestres dans une université partenaire. Et évidemment, ça va compter dans ces études. Donc, ça, on va valider, obtenir des crédits. C'est le cas, par exemple, là, vous voyez, la Sorbonne en droit avec l'université de College Dublin. Et alors, il y a évidemment un avantage considérable, c'est celui des frais de scolarité qui sont ceux de la France. Et donc, évidemment, pour les universités, par exemple, ils sont relativement modiques, euh, tout en ayant quand même en tête que la vie sur place et le logement notamment peuvent être un frein quand même considérable, hein. Donc on a quand même, on va y revenir au cours de la soirée, mais le volet hébergement est quand même quelque chose qui est de plus en plus prégnant et devient de plus en plus un obstacle. Voilà. Et puis, on peut juste donner un exemple, l'Université de Nantes, il y en a plusieurs, hein. Il y a celle de droit, des sciences politiques, avec une licence de droit parcours franco-britannique et irlandais. Je crois que c'est celui que fait Chloé Brizard, je ne sais plus, non. Je pense qu'elle était avec une université à Paris, je crois. Oui, non, Alors Chloé est attention, passée par il la y a certaines Sorbonne. licences, comment? Chloé, elle est passée par la Sorbonne. Ouais, c'est la Sorbonne, c'est ça, c'est Paris. Je crois qu'on a comme un ou deux alumni
qui a choisi de faire ce parcours-là. Attention, parce qu'elles n'apparaissent pas forcément sur Parcoursup. Et en fait, c'est simplement une inscription en droit classique qui ouvre le droit à ces doubles formations. Voilà. Merci. Ensuite, on a le parcours international un petit peu différent. Oui, c'est un tout petit peu un peu différent. Alors, en fait, ce sont des formations dans lesquelles une partie des enseignements se fait en anglais. Il y a au cours de sa formation aussi une possibilité offerte pour ceux qui obtiennent malgré tout des résultats corrects, hein, parce qu'il faut quand même pouvoir prétendre d'un bon niveau, et c'est souvent sur inscription, et on peut bénéficier à ce moment-là d'un semestre, voire 2 semestres, dans une école partenaire. Donc là, vous avez plusieurs exemples à Nantes, hein. On vous les laisse découvrir, pas forcément toutes les citer, mais c'est aussi quelque chose d'intéressant. Savoir quand même malgré tout que on est en France et que parfois le niveau d'anglais de certains intervenants peut laisser à désirer. Il faut quand même le dire. On n'est pas aux Pays-Bas et donc parfois il y a peut-être des petites déceptions qui peuvent être attendues, notamment par les élèves qui sortent de SIA. Ça peut être parfois voilà, un peu décevant. Très bien, merci beaucoup. On va basculer sur Denise. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'établissement à l'étranger? Alors, je ne suis pas sûre ce que tu voulais dire, l'établissement à l'étranger, parce que Ce qu'on il y voit en a à plein. l'écran ici, si tu peux détailler un petit peu, voilà à quoi il faut penser quand on veut s'établir à l'étranger, quand on veut aller faire des D'accord, études à donc l'étranger. le début du portail, d'accord. Alors, Voilà. évidemment, vous allez devoir réfléchir à quel pays. Et quel pays? C'est évidemment la distance, les frais de voyage, les contenus des formations. Est-ce que c'est plutôt généraliste ou très, très précis? Je donne l'exemple de Solène qui fait un parcours, c'est une licence en ingénieur, mais ça reste ingénieur généraliste. Rachel qui va nous parler plutôt d'ingénieur mécanique, c'est peut-être moins généraliste et plus sciences dures. Et par contre, licence d'ingénieur comme Solène, c'est avec aussi tout ce qui est sciences de l'environnement. Donc, il y a des possibilités dans les contenus qui peuvent être beaucoup plus transversales que, par exemple, en France. Après, les conditions d'admission, il faut éplucher et regarder de très, très près chaque université, chaque système, comment ça fonctionne. Donc, on va vous les détailler pour que vous soyez prévenus. Mais par exemple, au Royaume-Uni, c'est une seule plateforme. Aux Pays-Bas, c'est une plateforme, mais chaque université a des critères très, très différents entre quels examens d'anglais ou quelles preuves d'anglais ils acceptent ou pas. Donc voilà, il faut vraiment regarder pays par pays, qu'est-ce qu'on veut. Il faut évaluer le coût. Donc, on va revenir dessus, mais évidemment, il y a le coût des frais d'inscription. Comme Olivier vient de le dire, le coût du logement. Et ce n'est pas indiqué, mais il faut bien penser au coût du transport. Si on va s'installer en Irlande, on veut rentrer à Noël, le prix de billet d'avion ou de bateau, c'est plus cher que si on prend le train ou un Blablacar en rentrant des Pays-Bas. Donc, le coût du logement, mais aussi de la distance et du voyage, ça va être important. Et le nombre de fois qu'on peut aussi rentrer voir les parents et la famille. Il faut anticiper tous les tests de langue. On va les détailler tout à l'heure. Donc, il y a beaucoup d'acronymes. Donc, TOEFL, TOEIC, ECE, le Cambridge, IELTS, etc. Donc, on va vous en parler un petit peu. Il y a souvent demandé une lettre de recommandation. Ça veut dire que c'est les professeurs qui doivent rédiger une lettre pour parler de l'élève candidat. Donc, M. Tabarier et moi, et bientôt M. Le Guen, on s'en occupe. Par contre, il faut bien nous prévenir en amont parce qu'il faut du temps pour rédiger une lettre qui soit propre à chacun, individualisée. La personal statement, autrement dit en français, c'est comme une lettre de motivation. Ça peut également prendre plein de formes différentes. Chaque pays, ses spécificités.
un personal statement pour le Royaume-Uni, ça sera différent que pour les Pays-Bas. On va vous en préciser un petit peu les contenus. Il faut anticiper le temps aussi et le coût de la traduction des bulletins scolaires et du diplôme du baccalauréat, qui évidemment n'est distribué que 6 mois après le bac, mais ça peut encore être requis. Donc, c'est un certain coût. Il faut s'y prendre bien en amont des dates limites pour ne pas rester coincé. Les candidatures, c'est pas trop compliqué. Il faut remplir les dossiers souvent en anglais, évidemment. Et puis, par contre, certains pays, il faut anticiper le visa. Donc, par exemple, maintenant, pour le Royaume-Uni, il faut bien anticiper les documents et les paperasses pour l'immigration, étant plus dans l'Europe. Donc, le Canada aussi, les États-Unis. Donc, il faut bien faire attention au délai pour avoir tous les papiers. Donc, savoir quoi faire après. Quand on va s'inscrire dans une formation, il ne faut pas simplement faire confiance à ce que ce soit accepté par une entreprise française. Est-ce qu'ils connaissent? Est-ce qu'ils acceptent? Est-ce qu'ils comprennent l'équivalence? Donc, par exemple, je ne sais pas, un diplôme d'ingénieur, est-ce que ça va être accepté en France comme dans le reste de l'Europe? C'est des questions qu'il faut se poser avant. ECTS, je ne sais pas ce que ça veut dire. On va détailler tout. Et On va le détailler dernier, tout c'était ça. quoi? Attends, repasse la dernière page. Et le GPA. Donc, GPA, c'est Grade Point Average, c'est la moyenne. Quelle moyenne ils tiennent compte? Et donc, par exemple, j'ai pu voir à Rotterdam cet été, dans le bureau des admissions, ils nous disaient clairement qu'ils ne prennent que les bulletins de première maintenant, comme avant le Covid. Donc, attention à quel bulletin ils demandent. Souvent, c'est les notes de première. Donc, pour les élèves en seconde qui assistent à la réunion, pensez bien à beaucoup travailler en seconde et en première. C'est ça qui va compter pour vos dossiers. Donc, attention à ça. Merci. On va passer un peu plus en détail maintenant sur les tests d'anglais. Donc, il y aura aussi une diapo par test. Donc, ici, vous Voilà. avez les informations. Et puis, je vais laisser Denise rentrer dans le contenu plus détails. détaillé, test par test. Voilà. D'accord. Donc, je vais passer tout de suite sur le TOEFL. Non, je vais Non? quand même indiquer le D'accord. BFI. Donc, attention, le BFI, c'est clairement indiqué sur les différents sites de chaque université, si c'est accepté ou pas. Par contre, faites bien attention laquelle, parce que, par exemple, aux Pays-Bas, certaines universités acceptent le BFI section britannique, mais n'acceptent pas forcément le BFI section américaine, alors que nos examens sont plus difficiles. Donc, voilà, il y a des anomalies à bien faire attention. Donc, du coup, maintenant, on va parler du TOEFL. C'est ça? Oui. C'est le slide suivant. Voilà. Donc, le TOEFL, donc c'est Test of English as a Foreign Language. Attention, c'est bien un test pour étudier aux États-Unis. Ça ne concerne pas du tout les universités en Europe. Donc, uniquement États-Unis. Valable 2 ans. Ça teste les 4 compétences. C'est un anglais académique, donc universitaire, pour comprendre des textes de non-fiction que vous pouvez devoir étudier dans les études américaines et universitaires. Donc, c'est différent du TOEIC anglais, qui est un test plutôt professionnel, de l'anglais courant de tous les jours ou en entreprise, qui n'est pas scolaire. D'accord? Donc, des situations de communication internationale, le TOEIC. Donc, pour le TOEFL, score maximum de 120. Pour comprendre ce que ça veut dire, il faut regarder en détail chaque test. Ils ont chacun leur manière de faire des points et chaque formation va vous dire le niveau minimum requis. Attention au coût également, c'est pas donné, donc 250 € environ. Il faut bien faire attention au calendrier des dates parce qu'il faut souvent entre 1 à 2 mois entre le jour qu'on s'inscrit et le jour où on a un test et entre 1 et 2 mois pour avoir les résultats des tests. Donc, certains se passent en centre de test, d'autres, ça peut être en ligne, mais attention quand même à bien s'y prendre longtemps à l'avance. D'accord? Donc, l'IELTS est une épreuve britannique valable 2 ans, délivrée par le British Council, qui est parfaitement reconnue, autant que le Cambridge. Il y a des épreuves écrites et orales, donc vous avez toujours les 4 compétences. La notation est sur
entre 0 et 9. Pareil, à peu près 250 €. Il faut se renseigner sur le British Council. Ils ont également des sessions qui peuvent être en ligne ou ça peut se passer dans les centres agréés. Et je dirais pareil, bien s'y prendre entre 2 et 4 mois à l'avance pour être sûr d'avoir des résultats des tests. Donc, pour ceux qui sont en seconde ou première qui ne visualisent pas vraiment, souvent les dates limites pour les candidatures dans les universités à l'étranger, c'est aux alentours du 1er janvier. Donc, c'est beaucoup plus tôt que Parcoursup. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir ces résultats de tests courant novembre-décembre. Donc, grosso modo, il faut s'y prendre largement en septembre de l'année de terminale, au plus tard, je dirais. D'accord? Alors, IELTS, visa immigration, ça, je ne sais pas. Je ne connais pas. Voilà. Alors, le SAT, encore une fois, c'est uniquement pour les études aux États-Unis et Canada. C'est un test qui se passe l'année de première pour les jeunes Américains, délivré par le College Board. C'est valable 5 ans. En fait, ce n'est pas un test de connaissance, mais un test d'aptitude. Vos capacités à comprendre des textes, analyser, ressortir les points principaux. Et il y a aussi un volet écriture et mathématiques. Et il y a même des sujets plus précis. On peut prendre des tests de mathématiques ou d'anglais plus précisément. Voilà, leur notation aussi est propre à eux, 1600 points total, ça dure 3 heures, c'est un peu moins cher. Par contre, il y a beaucoup d'universités depuis le Covid qui ne demandent plus le SAT. Donc, encore une fois, il y a peu de dates pour le faire, 4 sessions par an. Il faut s'y prendre à l'avance, mais il y a très peu d'universités maintenant qui l'exigent. Voilà, SAT. Ensuite, donc, le Cambridge. Attention, il y a différents Cambridge. Donc, celui qu'on va passer au lycée, c'est gratuit pour les élèves en LLCE et pour les élèves en SIA. D'accord? Par contre, cet examen, toujours les 4 compétences, les inscriptions, on va les prendre en décembre, mais les épreuves écrites et orales vont se passer en mars 2024 et au mois de mai pour les tests oraux. D'accord? C'est gratuit parce que c'est pris en charge par le ministère. Ça certifie bien le niveau B2 et jusqu'à C1. Donc, ça peut être intéressant pour nos élèves de le passer. Ce n'est pas difficile. C'est gratuit. Ils le font tous le même jour, la même semaine. Par contre, les résultats, ils vont les obtenir qu'au mois d'octobre. Alors que les tests sont corrigés sur place par les professeurs sur place tout de suite. Mais Cambridge, ils mettent 6 mois à fournir les résultats. Donc, si vous avez besoin d'une certification Cambridge qui est exigée pour Parcoursup ou bien pour une université à l'étranger avec date limite début janvier, il va falloir passer le Cambridge par vous-même et le payer du coup. Et ça, il faut le faire l'année de première ou tout début de terminale pour avoir vos résultats à temps. Donc, attention. Et vous pouvez passer celui qui certifie le niveau B2 ou bien jusqu'à C1. Merci beaucoup. On va basculer sur la lettre de recommandation. Et là, je pense qu'Olivier, tu peux peut-être nous expliquer un petit peu comment ça se passe. Regarde, tu connais ça, toi? En fait, c'est très simple, hein. Suivant l'orientation souhaitée des élèves, en fait, la lettre de recommandation, elle est soit en langue anglaise, soit en langue française. Compte tenu de voilà, nos compétences et de nos origines géographiques, je pense qu'il est assez sage de demander plutôt à Denise lorsqu'il s'agit d'une lettre de recommandation en anglais. Voilà, même si je peux m'y coller, mais je pense que c'est plus naturel pour elle. De même, je pense que les élèves ont plutôt intérêt, même si Denise pourrait tout à fait le faire aussi, de me demander de voir avec eux comment rédiger leur lettre de recommandation en français. Il faut le faire très en amont. Hein, c'est par contre une recommandation qu'on peut le faire, qu'on peut donner. Donc, il faut prévoir au moins 1 mois pour obtenir une lettre de recommandation parce que, bon, on essaie de voir avec les élèves un petit peu ce qui peut avantager leur candidature. On peut se voir éventuellement plusieurs fois. Donc, voilà, il faut bien anticiper cette phase-là parce qu'elle est déterminante, évidemment. Voilà.
Et donc, si je puis rajouter, on va parler après des lettres de motivation. C'est après? On a le personal statement. Oui. Donc, avant d'y arriver, nous avons besoin souvent un voire deux rendez-vous par élève pour la lettre de recommandation parce qu'il faut nous fournir de la matière à nous expliquer toutes les activités que vous faites scolaires, extrascolaires, pour qu'on puisse faire un inventaire et baser et personnaliser notre lettre de recommandation pour vous précisément. D'accord? Et vous pouvez éventuellement demander aussi à d'autres professeurs. Il y a Monsieur Willy, si vous participez au projet théâtre, il est à même de vous rédiger une lettre en anglais. Si vous avez besoin d'une lettre en anglais, par contre, des collègues qui ne maîtrisent pas l'anglais, vous pouvez ou bien leur demander en français et qui vous le faites traduire par votre traducteur agréé, ou bien, au pire, vous pouvez nous demander, mais il vaut mieux passer par un traducteur agréé pour que ça garde sa nature officielle. Voilà, le personal statement. On y va. Donc, attention, personal statement, c'est très différent, par exemple, entre les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Si ce n'est pas déjà fait, je vous recommande vivement d'assister au webinaire proposé par l'organisme qui s'appelle Ulysse. Ils font des webinaires par pays qui permettent de bien comprendre les exigences propres à chaque pays. Et il y a même un webinaire précis sur le personal statement. D'accord? Donc, ce slide, vous allez pouvoir le lire tranquillement chez vous. Très rapidement, les Pays-Bas, le personal statement, il peut prendre des formes très différentes selon l'université. Ça peut être la lettre de motivation classique, ça peut être répondre à 3 questions, ça peut être réagir à une vidéo par écrit, ça peut être écrire une synthèse d'un article sur, je ne sais pas, les relations internationales ou géopolitiques. Il faut surtout prouver son intérêt motivé pour chaque université différente. Donc, vous n'allez pas rédiger la même lettre pour Maastricht que pour Rotterdam, que pour Groningen. D'accord? Il faut quand même citer des motivations et des centres d'intérêt spécifiques et qu'est-ce que vous apporterez à la communauté. Il ne faut surtout pas leur dire vous êtes parfait pour moi. D'accord? On vous donne quelques exemples de questions qui ont été traitées par le passé. On vous laisse les lire tranquillement chez vous sur le slide. À droite, côté Royaume-Uni, c'est une seule lettre de motivation à soumettre sur la plateforme UCAS qui va cibler les cursus similaires. D'accord? Donc, si vous allez choisir un double cursus, vous allez devoir cibler la moitié de votre personal statement sur une des 2 domaines que vous visez. C'est limité en caractères, donc il faut rédiger une fois, réduire en 2 fois, en 3 fois, vous revenez me voir et on réduit ensemble pour être sûr d'arriver dans les 4000 caractères en étant le plus concis possible et en même temps en disant vraiment le plus essentiel que ce que vous voulez exprimer. Attention, pas de plagiat. La plateforme est parfaitement capable de détecter des phrases copiées. Et attention, le Royaume-Uni, c'est 80% prouver pourquoi vous êtes motivé pour cette formation-là. Ça veut dire être informé, regarder des TED Talks, lire des documents spécifiques au domaine qui vous intéresse. Donc, si c'est, je ne sais pas, la biochimie, il va falloir prouver dans votre personal statement en quoi réellement vous vous y intéressez. Vous êtes allé vous renseigner, vous avez regardé plein de choses et il faut être précis. 80% basé sur des preuves de votre motivation. Les universités cherchent vraiment des candidats avec un solide niveau scolaire, intellectuel, mais aussi une curiosité qui s'ouvre sur plein de domaines divers. D'accord? Donc, il ne faut surtout pas rester dans les banalités. Voilà pour le Royaume-Uni. Merci beaucoup. On va passer à la traduction Excusez-moi. des documents. Il y avait une question pour le pour le personal statement? Non, c'est Costia. Je voulais juste rajouter quelque chose sur le personal statement. Hormis le bulletin, enfin les bulletins qu'on présente en première, donc son niveau scolaire, je pense que c'est vraiment l'élément le plus important de l'application. Donc vraiment, il faut le prendre très sérieusement. Et c'est souvent là que les différences se jouent. Donc c'est vrai que il faut vraiment prendre du temps pour l'écrire et c'est jamais la première version écrite qu'on soumet. Donc souvent, ça prend 10 voire 15 essais pour vraiment avoir un bon personal statement qui fit
la structure, la méthodo qu'ils attendent. Donc voilà, vraiment importante étape de l'application. Et Mer- si je peux me permettre, merci Kostia. C'est vrai, c'est important Moi, j'ai une. que ce soit très personnalisé. Par contre, cet été à Rotterdam, ils m'ont clairement dit que la personal statement, maintenant, ça pèse pour 25% seulement et les notes de première pour 75%. Parce qu'avec ChatGPT, maintenant, il y a tellement Mhm. de personal statements qui sont rédigés par l'intelligence artificielle qu'en fait, ils tiennent beaucoup moins compte maintenant. Ce qui est dommage, parce que comme tu dis, quand vraiment tu la personnalises, c'est très parlant et très fort. Mais voilà, ils en tiennent moins compte. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit à Rotterdam. Merci. On va passer à la traduction des documents et je sais qu'on aura une question là-dessus de Basile, mais on va peut-être d'abord écouter le contenu et puis Basile, si ça n'a pas répondu à ta question, on la prendra. Est-ce que Denise, tu Je peux... continue. Oui, Oui, alors il y a beaucoup de traducteurs assermentés, agréés. Par contre, ils peuvent être très chers, donc faites attention. On vous propose 3 services que les différentes familles SIA ont utilisés. Moi, personnellement, j'ai utilisé la première, ACS Traduction, basée à Mélan, à Grenoble. Ils ont été de loin les moins chers, les très, très efficaces. Ils ont déjà toutes leurs templates pour faire une traduction de diplôme, traduction de bulletin, vraiment dans les bonnes et dues formes. C'est nickel, rapide et pas cher. Les deux autres, c'est d'autres parents SIA qui ont proposé, qui ont testé pour vous. Donc, ne vous faites pas avoir avec des traductions au-delà de 100 euros. Ça devrait coûter beaucoup moins que ça. Voilà. merci beaucoup. Et puis, je vais voir si Anne-Marie nous a rejoint. Elle devait arriver vers cette heure-ci, donc peut-être qu'elle n'est pas encore là. Est-ce que Anne-Marie, tu es avec nous? Non, je vais prendre la question d'Agathe. Vas-y. C'est pas vraiment une question, c'est plutôt une remarque sur les traductions parce que moi, pour l'Irlande, j'ai dû faire traduire mes notes de bac et j'ai utilisé Translate et c'était pas cher, c'était 35 € pour une page. Sauf que, en fait, c'était vraiment une intelligence artificielle et j'ai dû leur envoyer, je crois, genre 10-15 mails pour qu'ils refassent ma traduction parce qu'à chaque fois, ils m'envoyaient juste le mauvais truc. Donc, n'utilisez pas Translate parce que c'était juste du stress en plus qui n'était pas nécessaire au moment d'envoyer mon bulletin. Donc voilà. Merci Je pour ne ce retour recommande pas. Voilà. d'expérience. C'est noté. Pas Translate. Paul-Émile. Oui, moi, c'était juste pour savoir, ça consiste en quoi la traduction? Qu'est-ce qu'on doit traduire en général pour les dossiers? Parce que les lettres de motivation, tout ça, c'est directement en anglais, donc c'était juste pour savoir ce qu'il fallait traduire. Souvent, c'est les bulletins et puis le diplôme du baccalauréat. Merci. Formidable. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour l'aspect traduction? Non. Alors, moi, j'avais une Basile, question qui concernait plutôt. Je sais pas. Allô? Vous vas-y. m'entendez? Oui. Oui, c'était une question pour le slide d'avant, en fait, sur les lettres de motivation. Par rapport au fait qu'on parle peut-être plus là d'année de césure ou de postuler sur des candidatures à l'étranger en première année d'études. Et donc, ils sont peut-être plus vigilants parce qu'il y a plus de candidatures à ce moment-là. Est-ce que vous couvrez également les gens qui partent à l'étranger, mais après avoir démarré des études en France? Donc, ils sont déjà dans un cursus et qui vont aller à l'étranger un peu plus tard. Et donc, qui, du coup, ont déjà commencé une spécialité. Ça réduit peut-être la sélection sur la lettre de motivation, je sais pas. Je ne sais pas trop quoi répondre, mais ce qui va être super important quand même selon les formations, c'est le choix des spécialités. Donc, si vous allez faire une année de césure parce que vous ne savez vraiment pas où vous allez, qu'est-ce que vous voulez faire, attention, le fait de ne pas avoir, par exemple, la spécialité maths, ça peut être bloquant. Donc, ça n'a rien à voir avec le personal statement, c'est plutôt le choix des spécialités. Donc, on va en parler pays par pays.
Oui, on va bientôt parler des pays par pays. On a une toute dernière info un peu générale, c'est le budget. Et puis ensuite, on va aller dans chaque pays. Et là, vous aurez probablement des réponses aux questions que vous vous posez. Et sinon, ce sera le moment de poser ces questions spécifiques au pays. Je pense qu'Anne-Marie ne nous a pas encore rejoint. Donc, est-ce que Denise, ça t'ennuie de couvrir l'aspect budget? Bah non, ça fait pas très plaisir. C'est le côté, il faut vraiment beaucoup prévoir en amont. Donc, les frais de scolarité, évidemment, selon les pays, ça peut être rédhibitoire et bloquant pour beaucoup. Donc, on va en parler pays par pays. Grosso modo, le plus cher, c'est les États-Unis. Après, le Royaume-Uni. Ensuite, le Canada, moins cher. Après, les autres pays de l'Union européenne. À titre d'exemple, les Pays-Bas, c'est pour l'instant, à moins qu'il y ait des gros changements de gouvernement, c'est 2200 € de frais de scolarité par an. Donc, 2200 pour les Pays-Bas. Pour le Danemark, c'est un peu plus cher. Irlande, Agathe, tu pourrais nous dire? Ça dépend vraiment des universités, mais les moins chères, elles sont à 3000 et les plus chères à 6000. Voilà, donc ça reste quand même beaucoup plus abordable en restant en Europe. Donc, le Alors, logement, c'est le deuxième poste. Oui, Olivier? non, je voulais dire qu'il y a un pays qui n'apparaît pas du tout pratiquement dans la liste des pays choisis par nos élèves et qui pourtant a gravé dans le marbre la gratuité des études, c'est l'Allemagne. On Donc, pourra Rachel peut-être... pourra nous en Voilà, parler tout à l'heure. Ouais, tout c'est à fait. On Rachel. aura un petit point sur l'Allemagne avec Rachel, en effet, si elle veut bien. Très Voilà. bien. Donc, droit de scolarité, le logement. Pareil, ça peut être des frais de scolarité pas très chers, mais le coût du logement. Donc là, c'est encore une fois les Pays-Bas. Si vous avez la chance d'avoir une chambre en dortoir, ça va être dans les 400 €. Ma fille paye 650. Ça dépend si on trouve une colocation, mais ça peut être très, très cher. Quand même, par rapport en France, c'est bien plus cher. On va détailler pays par pays avec les témoignages des différents alumni. La santé, c'est pas un poste auquel on pense. En Europe, on est couvert avec sa carte européenne d'assurance maladie. Par contre, s'il arrive un gros pépin de santé, il faut penser au rapatriement et tout ça. C'est quand on part loin que c'est beaucoup plus problématique. Donc, le Canada, ils ont un système de santé correct, ça va, mais les États-Unis, c'est hors de prix. Donc, il faut vraiment prévoir une assurance santé très conséquente. Alors, la nourriture, Rachel va nous parler de la nourriture aux Pays-Bas. On ne mange pas aussi bien qu'en France. Après, le coût de la vie, je pense que c'est relativement similaire. Le transport, ce n'est pas les transports sur place, c'est les transports, comme on a dit tout à l'heure. Quand on veut rentrer en week-end voir sa famille ou rentrer pour les vacances scolaires, rentrer une fois par an ou rentrer 4 à 6 fois par an, ben, ce n'est pas le même budget. Donc, il faut anticiper ça. Si vous voulez partir au Canada à McGill, ben, c'est quand même un billet d'avion. Donc, il faut beaucoup anticiper. Si c'est l'Irlande, ben, c'est quand même un ferry ou un avion. Donc, bien travailler la question de transport, ne pas le négliger. Donc, transport sur place et le coût du voyage. Ensuite, les loisirs, il faut anticiper aussi, on a une vie étudiante, combien ça va coûter, si on veut acheter un vélo sur place, est-ce qu'on veut s'inscrire dans les associations, une gym ou autre, il faut anticiper tout ça. Donc, les possibilités de bourse, et là, je suis beaucoup moins performante. Est-ce que quelqu'un veut bien compléter? Ça dépend probablement aussi de pays par pays. Donc, je pense qu'on va retrouver ça sur les slides pays. On peut l'aborder à ce moment-là. Voilà, surtout que c'est que si vous attendez de partir à l'étranger avec une bourse Erasmus, il faut juste faire attention. Si vous partez pour l'année scolaire, vous avez droit à une certaine somme. Il me semble que c'est environ 2400 €. Mais si vous ne partez que pour un semestre, eh ben, c'est moitié moins. Donc, par exemple, ma fille, elle part au Mexique. Elle pensait avoir 2400 € qui couvraient son billet d'avion. Et bien, finalement, c'est que la moitié. Et ben, ça ne couvre même pas le billet d'avion. Et les bourses Erasmus, attention, on vous promet l'argent, mais vous avancez tous les frais vous-même et vous êtes remboursé 2, 3, 4 mois après que vous êtes déjà parti sur place. Donc, vous n'avez pas l'argent en amont.
Il faut anticiper et pouvoir tout sortir de poche avant. En volet où je ne connais pas, qui peut compléter? Oui, c'est vraiment des informations générales aussi pour que vous envisagiez ces cas de figure, hein, si vous allez étudier à l'étranger. Donc, on n'a pas toujours des retours précis. Mais si vous voulez bien, pour une raison de timing, on va passer à la suite. On va passer aux détails par pays. On va commencer par l'Irlande. Donc, je vais appeler Agathe à nous rejoindre. Je vais passer rapidement sur le Royaume-Uni parce qu'Anne-Marie ne nous a pas encore rejoint, en tout cas à ma connaissance. Et donc, on va commencer par l'Irlande avec Agathe qui vient d'arriver, je suppose. Agathe, est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que déjà tu peux passer en revue aussi un petit peu comment ça se passe en Irlande? Détailler, pas lire tout ce qu'il y a sur la présentation, mais détailler cela et nous partager ton expérience. Ok, du coup, moi, ça va faire presque un mois que je suis arrivée là, 3 semaines, un mois. Et donc, j'ai passé mon bac l'année dernière. J'étudie à Trinity, à Dublin. Et mes études, c'est une double licence en religion et en littérature anglaise. Donc, religion, c'est théologie. Donc, études de toutes les religions, quoi. Et attends, je veux juste voir la slide que tu as mis. C'est le truc de CIO, c'est ça? Oui, c'est ça. En gros, ce qu'il faut savoir sur l'Irlande, c'est que la procédure pour les inscriptions se passe sur un site qui s'appelle CIO, donc Central Applications Office. Mais sur le site de CIO, on ne va pas trouver les informations sur les licences qu'on souhaite faire. Et ça se trouve sur le site de chaque université. Donc, si par exemple, moi, quand j'ai fait mes recherches, je cherchais les licences de littérature, je suis allée sur le site de chaque université qui m'intéressait en Irlande parce que sur CIO, il n'y a pas de description des programmes, en gros. Et personnellement, je trouve que les sites des universités, ils sont hyper bien faits et assez facilement, ils sont lisibles, ils sont faciles à aborder, je trouve. Mais ça veut dire qu'en fait, les recherches, elles sont à faire soi-même et c'est pas centralisé. Et ça veut aussi dire qu'il y a des conditions qui sont différentes pour chaque université ici, mais ça, je pense que j'en parlerai plutôt dans les breakout rooms parce que c'est vraiment valable pour chaque diplôme, dans chaque université, dans chaque ville, donc c'est pas très intéressant. Et du coup, pour CIO, comment ça se passe, c'est que on peut faire son dossier de novembre à février, donc ça nous laisse vraiment le temps. On a genre 5 mois pour se créer un compte, faire toutes les recherches sur les sites des universités qui nous intéressent et ensuite faire une liste des diplômes qu'on souhaite faire ou auxquels on souhaite postuler. Et ce qu'il faut juste savoir, c'est que cette liste, elle est super importante parce qu'en gros, si on a notre premier choix dans cette liste, on est obligé de faire ce diplôme. Et on ne peut pas avoir, si on est accepté dans nos autres choix, notre deuxième, troisième, on n'a pas accès à ce choix. Donc voilà. Et on a 10 choix au total. Pour s'inscrire, l'inscription, elle coûte 30 €. Et 30 €, c'est pour toutes les inscriptions. Donc je sais que par exemple, aux Pays-Bas, si je ne me trompe pas, il faut payer pour chaque université à laquelle on postule. Ce n'est pas le cas en Irlande. En Irlande, on paye 30 € et on peut postuler à toutes les universités en Irlande. Ce qu'il faut aussi savoir, parce que ça, c'était une grande partie de mon inscription, c'est qu'avec les Irlandais, il ne faut pas être très pressé. Donc, comme j'ai dit, on finit notre dossier d'inscription en février. Et après, on peut encore changer ce dossier, c'est-à-dire l'ordre de nos choix, jusqu'au 1er juillet. Et vu que en gros, on est accepté sur juste nos résultats du bac. Donc moi, j'ai juste eu à faire traduire mon diplôme du bac avec marqué la mention que j'ai eue, les notes que j'ai eues, les détails, etc. Et moi, j'ai eu mes résultats le 30 août. Donc c'était il y a un mois, un peu plus. Et j'ai déménagé 2 semaines après que j'ai eu mes résultats en Irlande. Donc c'était un peu tout à la dernière minute. Voilà. Et je sais pas si j'ai d'autres trucs à dire parce qu'après je pense que ce sera plus spécifique si les gens ont vraiment envie d'étudier en Irlande ou pas. Mais c'est à peu près tout. En gros, il faut regarder sur chaque site de chaque université pour avoir les détails des diplômes et sinon tout se trouve sur CIO. Et sur le site de CIO, on trouve le handbook et le handbook, il est hyper facile à lire et il y a vraiment tous les détails dessus. Donc voilà. Et oui, pour le coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est à peu près entre 3 000 et 6 000 l'année selon les universités. Moi, à Trinity, je paye
5600 l'année. Et en première année, c'est assez compliqué d'avoir des bourses, à part si c'est sur le revenu des parents. Mais après, en deuxième année, troisième année, si on a des très bonnes notes ou si on est très actif dans la vie de l'université, c'est assez simple d'avoir des bourses. Donc voilà. Formidable, merci beaucoup Agathe. Et tu restes avec nous. Du coup, ça veut dire qu'à la fin de cette session par pays, vous aurez la possibilité d'aller dans la salle sur l'Irlande pour retrouver Agathe et lui poser des questions plus détaillées Oui. sur l'Irlande. Formidable, merci. Alors, Merci. on va passer ensuite aux Pays-Bas. Et là, on a du monde aux Pays-Bas qui sont avec nous ce soir. Voilà, je vous laisse, comme on avait déterminé, je vous laisse prendre la parole et puis on va avoir quelque chose de fluide pour expliquer un petit peu comment ça se passe quand on va étudier aux Pays-Bas. Donc, on a Solène, Rachel, Valentine, Kostia et Mathieu qui étudient tous, ont tous étudié à un moment aux Pays-Bas. Qui se lance? Je peux commencer puisque je suis plus à gauche. Moi, je m'appelle Rachel Anderson. Je suis de la promo 2022 et je suis en train d'étudier à Enschede dans l'université de Twente. Je fais, là, c'est ma deuxième année en train de faire un bachelor de mécanique. Je pense que ça se traduit assez bien en français. Personnellement, moi, la candidature pour cette université, ils nous ont presque rien demandé. J'ai pas dû écrire aucune lettre de recommandation ou je sais plus comment ça s'appelle, mais je devais juste montrer mon diplôme euh, et mes notes d'avant. Donc ça a été très fluide. Euh, Niveau aspect positif, là où j'habite, c'est pas une très grande ville. C'est très petit, donc le logement ici est très pas très cher du tout. Mais sinon, le point négatif, je suis un peu séparée du reste des Pays-Bas et ça me prend 2 heures de train pour aller, par exemple, à Amsterdam. Voilà. Merci beaucoup, Rachel. On va passer à Valentine. Oui, alors bonsoir tout le monde. Donc moi je suis Valentine, je fais des études de commerce international à Rotterdam. Et pareil, donc là j'ai commencé ma deuxième année de bachelor et je suis la promo 2022. Donc alors moi c'est plutôt l'opposé de Rachel. Rotterdam c'est la deuxième plus grosse ville des Pays-Bas. Donc voilà, le coût de la vie est plus cher qu'ailleurs, j'ai envie de dire, notamment pour le logement. Et on est plutôt sur entre 600, 900, voire 1000 pour le logement. Voilà. Et sinon, oui, enfin, ça marche pareil. Après, vous postulez à travers StudyLink, choisissez les universités, les programmes qui vous plaisent. Donc là, pour le coup, c'est la même chose qu'en Irlande. Il faut aller sur le site de chaque université pour regarder chaque fiche détaillée sur les programmes. Après, s'il y a une chose importante à remarquer, il y a certains programmes qui sont numerus fixus. Donc ça, c'est des programmes, entre guillemets, sélectifs. Et ces programmes-là, donc par exemple le mien, ça en est un, vous pouvez postuler seulement à 2 programmes numerus fixus. Voilà, donc entre guillemets, la concurrence pour accéder au programme est censée être plus rude, après ça c'est à voir. Et voilà. Et sinon, si ce que je voulais dire aussi, c'est que en tout cas, dans mon université, le BFI ou SIA, OIB, le diplôme était reconnu, donc il n'y avait pas du tout besoin de preuves d'anglais autres. Donc ça, c'est bien à vérifier sur chaque université et programme. Oui, pour moi, ça n'a pas du tout été reconnu et j'ai la chance d'avoir la nationalité américaine que j'ai pu montrer pour prouver que j'avais un niveau d'anglais qui était assez bien. Parce que sinon, j'aurais pas pu. C'était vraiment, quand nous, on a reçu les résultats de Cambridge, c'était en novembre l'année d'après. Et donc, j'aurais eu vraiment beaucoup de problèmes. Merci beaucoup. Et de ton côté, Solène, comment ça s'est passé?
Bah, du coup, c'est après le même processus, évidemment. Pareil, j'ai pas du tout eu besoin de prouver mon niveau d'anglais. J'ai même pas eu besoin de soumettre le Cambridge Certificate. Euh, et pareil, il y a pas eu de... Il y avait un questionnaire où des fois c'était des questions-réponses, euh, multiple choice question, ou des trucs où il fallait écrire quelques lignes, répondre à une question. Mais sinon, j'ai vraiment pas eu besoin de soumettre de motivation letter ou rien comme ça. C'était juste traduction de diplôme et notes. Et, et après, comme ça. Moi, je suis dans l'université de Maastricht. Donc, moi, je suis vraiment au sud des Pays-Bas, un peu coincée entre la Belgique et l'Allemagne. Donc c'est vraiment super bien pour aller visiter. Je suis allée à Belgique, à Bruxelles, pardon, samedi. Donc juste un day trip, donc c'était super bien pour visiter. C'est Maastricht, c'est une ville assez petite, franchement, et très étudiante. Donc c'est très vivant à la nuit et franchement, on dit toujours fais attention quand tu rentres tout seul, mais franchement, je trouve que c'est très safe. Pour les prix, moi, c'est un peu entre Rachel et Valentine. C'est plutôt entre 300 et 700, je dirais, pour, euh, pour le loyer. Euh, Ensuite, je sais pas si les autres ont eu ces particularités, c'était que le tuition fees était moitiément pour la première année, donc j'ai dû payer 1150 au lieu de 2000 et des poussières. Oui, Donc pareil. c'était... C'était à cause des cours en visio, il me semble. Ah, je sais pas. Voilà. Mais c'est super bien, franchement. Et pareil, comme j'ai dit, Maastricht, c'est une ville très petite, donc enfin, tout le monde utilise le vélo ici, évidemment, et c'est vraiment incroyable. Mais c'est vrai qu'il faut prendre ça en compte dans le budget pour soit ramener son vélo d'où vous habitez ou en acheter un nouveau. Et aussi, faites gaffe, achetez bien quelque chose pour attacher votre vélo parce que les vélos se font voler beaucoup. Et, Ok, donc merci pour ce partage d'expérience. On vous rappelle qu'on aura les salles partagées en fin de séance où vous pouvez retrouver Solène, Valentine et Rachel. Mais on a également Costia et Mathieu qui ont fait des études aussi. Donc, je vous laisse prendre la parole, compléter ce qui n'aurait pas encore été dit. Costia? Alors bonsoir à tous. Donc moi je suis en troisième année d'études à Amsterdam, à l'université d'Amsterdam. Mon programme c'est PPLE, donc c'est Politics, Psychology, Law and Economics. Et du coup je spécialise en psychologie sociale. Je pense que les Pays-Bas en général, pour l'université, il y a vraiment deux options. Soit on est dans une ville très étudiante de type Maastricht, Utrecht, Groningen ou Leiden, soit on est plus dans une grosse ville de type Amsterdam, Rotterdam. Et du coup, la vie commune est assez différente. Donc, dans les petites villes universitaires, ça va être une vie plus de campus, je pense. Et à Amsterdam, en tout cas, c'est beaucoup moins une vie de campus. Donc, voilà, il faut se trouver ses activités, il faut être assez proactif, je pense. C'est important. Et sinon, voilà, Amsterdam, c'est une ville qui est super sympa. Il y a une bonne qualité de vie. Maintenant, le problème, la réalité, c'est qu'il y a une grosse crise du logement et que si notre logement est à peu près garanti en première année, étant donné qu'on a accès à des residences, en deuxième année, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc là, on n'est plus pris en charge normalement par les residences. Et donc là, voilà, faut vraiment faut être capable de trouver un logement. C'est un peu plus cher. Donc, moi, j'ai peu de potes à Amsterdam qui ont un logement à moins de 700 euros. Et puis après, ça monte, ça ne s'arrête pas forcément. Donc voilà, ça, c'est juste un truc auquel il faut faire attention. Euh, ouais, voilà. Super, merci Costia. Et puis vous pouvez poser des questions plus spécifiques ensuite dans les salles partagées. Et puis on va aussi passer à Mathieu s'il y a des aspects qui n'auraient pas encore été couverts sur les... Ouais, donc moi je suis à l'université de Wageningen depuis là, c'est la sixième année, donc ça fait un petit bout de temps maintenant.
Et bon, pareil que Rachel, c'est une petite ville très étudiante et moi que j'adore, hein, ça fait un petit moment que j'y suis. Euh, sur ce qui n'a pas été abordé, je dirais quand même que il y a tout ce qui est comment dire voyage des Pays-Bas, enfin dans les Pays-Bas surtout. Donc bon, il y a des réductions sur les différentes cartes qu'on peut avoir pour les trains, pour les transports publics. Mais c'est très, enfin, faut juste passer un tout petit peu de temps avant et puis acheter avoir les bons forfaits, avoir les bonnes réductions, etc. Parce qu'elles sont assez faciles à trouver, mais faut juste faire l'effort. Et puis aussi pour la bourse, donc moi j'ai pas fait ça. Moi j'ai pris un emprunt d'une banque française, mais il y a possibilité d'emprunter je sais plus exactement comment ça se passe, mais je crois que c'est le gouvernement néerlandais, donc c'est Duo, et et il y a des taux qui sont très intéressants euh, pour les emprunts. Donc s'il y a besoin, je conseille quand même de regarder ça avant de vérifier le reste. Euh, et puis pour ceux qui étudient encore aux Pays-Bas, là, si vous continuez à partir de la 5e année, vous allez avoir les bénéfices étudiants aussi. Enfin, étudiants néerlandais aussi. Euh, qui sont, Formidable. et ouais, j'ajouterais juste une dernière chose. S'il y a des personnes qui sont à moitié néerlandais ou qui ont la nationalité néerlandaise quelque part, je pense que ça devient très intéressant, euh, surtout en ce moment parce que le gouvernement est en train de donner aux étudiants, je crois que c'est 400 et quelques euros par mois pour les études. Donc voilà. Toujours Est-ce bon que à prendre, je merci. Oui, peux rajouter juste une information? Pour les Pays-Bas, il y a beaucoup d'universités où leur porte ouverte est fin octobre, début novembre, aux alentours de la Toussaint. Donc, pour nos jeunes en seconde ou première, si vous pensez éventuellement viser les Pays-Bas, je vous conseille fortement l'année de première à la Toussaint, faire un petit road trip. C'est ce qu'ont fait Rachel et Solène pour aller voir sur place parce que vraiment chaque campus est très, très différent. Il y a une ambiance totalement différente et c'est uniquement en allant sur place que vous allez vous rendre compte de ça. Maastricht, très, très mignon, des remparts en pierre. Tilburg, c'est très campus à l'américaine, écarté. Rotterdam, c'est pas centre-ville, mais très urbaine. Vraiment, chaque université a son ambiance. Donc, allez voir sur place, vérifiez les dates des portes ouvertes à la Toussaint, l'année de première. Et puis, je vais quand même vous indiquer dans la rubrique commentaires et conseils, dès que vous avez votre oui, vous êtes accepté, allez chercher le logement tout de suite. Ne tardez pas une minute. Solène, elle a été acceptée en avril. Elle s'est mise à chercher un logement. Il a fallu 2 mois. On commençait à paniquer et elle a enfin trouvé quelque chose, mais ça n'a pas été simple. Et ne soyez pas surpris, il y a beaucoup d'annonces de logements où ils disent carrément, si vous ne parlez pas néerlandais, ce n'est même pas la peine de candidater pour le logement. Je n'ai pas tout à fait compris le pourquoi, mais voilà, ils sont très stricts là-dessus. Donc, attention au logement. Voilà. merci Denise pour ce retour d'expérience. C'est également ce qu'on a entendu de Hélène Hazelwood, qui n'est pas avec nous ce soir, mais qui nous avait bien précisé de faire super attention au logement et qui vous offre ses contacts ici si vous souhaitez poser des questions directement auprès d'un parent qui est passé aussi par toute cette phase d'établissement de son jeune aux Pays-Bas. On va maintenant revenir un petit peu en arrière. On va au UK, on va aller au Royaume-Uni et on va du coup accueillir pour le Royaume-Uni Morgane qui est de la promo de 2020 et on a également avec nous Anne-Marie dont la fille était de la promo de 2021 et qui a étudié à Londres. Donc je vais peut-être laisser Morgane commencer par partager son expérience et puis Anne-Marie va pouvoir compléter également avec le point de vue d'un parent.
Ok, bah bonjour. Alors du coup, moi j'ai fait une licence en droit en Angleterre et là j'ai commencé un master. Je suis au Pays de Galles, mais c'est à peu près la même chose de toute façon. Du coup, pour l'université, je sais pas par où commencer. Je dirais que en ce qui concerne UCAS, faut faire attention à une chose en particulier, c'est qu'on n'a que 5 choix qu'on peut faire d'université. UCAS, c'est un peu comme le Parcoursup d'Angleterre. Donc, en gros, tu peux faire 5 choix d'université et tu en choisis une que tu préfères. Et cette université-là, dès que tu es accepté ou que tu as une offre conditionnelle et que tu atteins les conditions de l'offre, ta place, elle est confirmée directement. Donc, c'est assez important de savoir ça. Mais par contre, ça ne t'empêche pas d'aller à d'autres universités si tu te rends compte que tu préfères une autre université après. En ce qui concerne le financier, parce que c'est quand même assez important, euh, si on a une nationalité britannique, ce que j'avais moi, en fait, tu peux prendre un prêt avec le gouvernement anglais, qui est assez avantageux, j'avoue, que, en fait, ça te couvre tes frais d'inscription. Donc, les frais d'inscription pour le Royaume-Uni, c'est 9 250 livres l'année, et ça risque d'augmenter un petit peu chaque année. Ce qui est assez cher. Après, ça, c'est le prix pour un citoyen britannique. Mais certaines universités considèrent les citoyens européens à payer les mêmes prix que les citoyens britanniques. Donc, ça dépend de l'université. Mais sinon, si tu es considéré comme élève international, ça peut aller de 10 000 à des fois 30 000 livres l'année, ce qui est quand même assez considérable comme prix. Euh, mais du coup, après, pour les citoyens britanniques, il y a des prêts, par exemple, qui te prennent en charge tes frais d'inscription. Et en plus, tu peux avoir un prêt en fonction du salaire de tes parents. Plus tes parents ont un salaire élevé, moins tu auras de prêts. C'est dans ce sens-là. Mais en fait, tu le repayes sur 30 ans. Et si au bout de 30 ans, tu ne l'as pas repayé, bah, il est annulé. Donc, tu n'as plus rien à payer. Ce qui peut être assez avantageux. Mais je sais que peut-être que Anne-Marie, elle saura peut-être mieux pour, par exemple, un citoyen français plutôt, niveau financier. Anne-Marie, est-ce que tu peux nous éclairer pour l'aspect plus financier? Oui, bah alors sur l'aspect financier, donc alors juste préalablement, Lisa, elle n'est pas passée par UCAS, elle est passée par Parcoursup. Elle a été prise à la Sorbonne dans un parcours double niveau, donc 2 ans en Angleterre et 2 ans en France. Du coup, sur un plan financier, c'est un partenariat qui a été signé entre la Sorbonne et l'Université de Londres, qui est Queen Mary. Et le prix de partenariat s'élevait à peu près à plus de 9 000 et quelques livres, donc 11 000 euros. Merci. Après, en ce qui concerne les logements, alors j'étais à York, donc c'est pas tout à fait Londres, parce que je sais que j'avais quelques amis qui étaient à Londres et que les logements c'était très cher et il n'y en avait pas tant que ça. Mais à York, par exemple, et même dans d'autres endroits dans le Royaume-Uni, ça pouvait aller de 90 livres la semaine. Et ils parlent souvent en semaine, c'est pour ça que je ne sais pas trop combien c'est par mois. Euh, Jusqu'à 200 la semaine. Donc ça peut vraiment varier. Ça dépend de si tu veux partager une salle de bain avec des gens ou si tu veux ta propre salle de bain, si tu habites sur le campus ou non. La tendance est généralement d'habiter sur le campus en première année. Et quand tu t'es fait des amis en première année, tu prends un logement en privé, hors campus en deuxième année parce que ça coûte moins cher. Donc voilà. Après, un petit point que je voulais dire aussi, c'est en choisissant ton université ou en faisant un choix, en regardant les universités, qu'importe dans quel pays tu regardes, je pense que c'est super important forcément de regarder le parcours académique, mais je pense que c'est aussi vraiment important de regarder ce que l'université t'offre autre que académique, parce que tu vas vivre dans un endroit pendant au moins 3 ans. Et tu veux savoir qu'il y a autre chose parce que forcément, c'est bien d'étudier, hein, je dis pas le contraire, mais il faut avoir aussi un petit peu de temps pour décompresser et de pas être trop stressé, d'avoir un petit peu une vie sociale et de faire tes propres choses, quoi. Donc, je pense regarder les clubs, les sociétés qu'offre l'université, les activités, même la ville elle-même. Je sais que c'est pas forcément facile de faire des portes ouvertes à l'étranger. Moi, je crois que j'ai fait que 2, 3 universités en Angleterre, mais j'avais eu l'occasion parce que j'allais visiter de la famille là-bas.
Mais par contre, il y en a beaucoup, surtout au Royaume-Uni, en tout cas, je sais, qui offrent des portes ouvertes virtuelles. Et ils sont très, très bien à rester en contact. Tu peux discuter avec des élèves courants. Donc, tu peux vraiment avoir pas mal d'informations. Il faut juste aller les chercher. Et comme disait quelqu'un tout à l'heure, les sites sont généralement très bien, beaucoup mieux que les universités françaises, très clairs à naviguer généralement. Donc, il ne faut pas hésiter à aller chercher l'information. Formidable, merci Morgane. Anne-Marie, est-ce qu'il y a des aspects que tu souhaites compléter? Peut-être rajouter que pour un Français donc, qui va étudier à Londres, il faudra rajouter les frais d'assurance. Donc l'assurance la maladie, puisqu'on est hors Union européenne, il faut compter à peu près 2 à 3 000 euros hein, Pour 4 ans. pour une durée de 4 ans. Voilà. Londres ne faisant plus, enfin, les États-Unis, enfin, le Royaume-Uni faisant plus partie de l'Europe, il n'y a pas l'aide à la CAF, l'aide au logement. Il n'y a pas d'aide en plus. Voilà. Donc c'est un budget. Aller à Londres, c'est un budget pour les parents. Alors ça offre plein de possibilités, mais il faut juste l'avoir en tête. Que c'est à peu près peut-être par an entre 15 et 18 000 euros l'année. Hein, en comptant tout, hein, en comptant l'université, l'hébergement, l'assurance, les trajets. Ok, donc un budget, c'est noté. Voilà, Denise. je voudrais juste attirer votre attention sur la deuxième rubrique, la deadline. Si vous visez le summum et vous visez Oxford et Cambridge, attention, date limite 15 octobre. Ça veut dire que si vraiment votre enfant ou vous, les élèves, vous souhaitez candidater, il faut venir nous voir le 1er septembre qu'on commence à préparer votre dossier. Ça arrive très, très, très vite. OK? Et les autres, le 15 janvier, donc ça va. Merci. Et si vous avez d'autres questions concernant UK, on va retrouver Anne-Marie et Morgane dans la salle dédiée d'ici une dizaine de minutes. On va retraverser la Manche, on va en Belgique et Alan va pouvoir nous partager son expérience. Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Du coup, moi, là, ça va faire ma 5e année. Je rentre dans ma 5e année que je fais mes études ici à Bruxelles. Je suis à la KU Leuven, qui est une université. J'ai commencé là-bas. Je faisais du Business Administration, Bachelor's in Business Administration, et maintenant, ça fait 2 ans que je me suis réorienté dans un Bachelor's in Business Management dans une autre école, pardon, qui s'appelle Odyssée. C'est pas une université, c'est une autre école, mais ce qui est cool en Belgique, c'est que, par exemple, si tu ne réussis pas forcément tes études, le système, c'est la meilleure façon que je pourrais décrire, c'est le trickle-down effect. Du coup, il y a plein de systèmes, il y a une intégration et intertwining des universités qui te permet de vite te réorienter et puis de tolérer plusieurs crédits que tu aurais déjà passés. Quoi d'autre? C'est un système à crédit. Du coup, il faut que tu fasses chaque cours. C'est pas par année. C'est pas, par exemple, si tu passes la moitié de tes cours, bah, tu as ton année. Non, il faut vraiment que tu fasses chaque cours. Et enfin, je crois que tu as 2 ans pour les passer. Du coup, 2 séances par année. Du coup, tu as 4 séances d'examen pour passer ton examen. Ce qui est intéressant, après, il y a d'autres écoles comme l'ULB ou la VUB qui n'est pas notée ici, où tu peux faire du coup, après des études en langue, en psycho, en sciences politiques. Ce qui est intéressant avec Bruxelles, c'est que tu as pas mal d'opportunités de faire des stages à l'Union européenne ou à l'ONU. Et ça, après, ça peut être intéressant pour d'autres personnes. Moi, en tout cas, ce n'est pas forcément mon parcours. La vie à Bruxelles, c'est une ville très chouette, les gens sont sympas, tu es bien connecté avec toute l'Europe, du coup, même pour faire des vacances, aller voir des amis qui étudient, par exemple, aux Pays-Bas ou en Angleterre, ou même juste rentrer sur Nantes, c'est très, très facile, c'est pas très cher. En tant que citoyen européen, tu payes les mêmes frais qu'un étudiant belge. Du coup, c'est à peu près 1 000 euros par an, les frais d'études. Après le coût de vie, du coup, tout ce qui est loyer et tout, c'est un peu plus cher. C'est aux alentours de, je pense, 700 euros maintenant. Peu importe si c'est en privé ou dans une résidence étudiante. Quoi d'autre?
ouais, niveau loisir, enfin, c'est cool. La bière n'est pas très chère. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Si vous avez d'autres questions, voilà. Super, donc allez-y. Il y a un TGV direct, Nantes-Bruxelles. Donc voilà, si vous avez des questions spécifiques pour Alan, je ne n'en vois pas dans le chat et je ne vois pas de main levée, vous pouvez le retrouver dans une salle séparée sur la Belgique. On va traverser la frontière et je vais rappeler Rachel, si tu veux bien te rappeler un petit peu ton expérience en Allemagne et nous faire un petit point très rapide, vraiment rapide, et puis... Oui. Donc, quand j'ai pensé à faire mes études, je voulais faire des études dans l'ingénierie. Donc, les Pays-Bas et l'Allemagne, c'était un peu les pays idéal, mot français. Et donc, on a fait un road trip. Moi, j'ai fait aussi un road trip en Allemagne avec ma mère. Et c'est là où j'ai vu qu'en Allemagne, ils proposaient vraiment pas beaucoup de bachelor complètement en anglais. Niveau master, c'est général pour beaucoup de pays. Il y a beaucoup de masters qui sont complètement en anglais, mais en Allemagne, beaucoup des bachelors ils demandent un niveau, au moins un niveau B1 ou B1, B2 pour pouvoir faire l'étude, quoi. Et le peu de bachelors que j'ai visités, c'était dans des villes très petites au milieu de nulle part et vraiment c'est pas du tout intéressant pour une étude, pour faire des études, quoi. Très bien, merci beaucoup. Si vous avez des questions spécifiques sur l'Allemagne, Rachel sera dans la salle Pays-Bas, mais vous pouvez toujours lui demander et choisir d'aller dans une autre Oui. salle pour discuter spécifiquement Allemagne. Oui, sinon, si vous avez un bon niveau en allemand ou si vous voulez avoir un bon niveau en allemand, l'Allemagne, c'est un pays très intéressant, quand même. Parfait, merci beaucoup. On va rester en Europe, mais ce coup-ci, on va vers une destination. Oh, excuse-moi, Alan, je vois que tu voulais intervenir. Oui, j'ai deux choses à dire parce que c'est plutôt important. Quand ça vient en système de transport public à Bruxelles, c'est très très intéressant en tant qu'étudiant. C'est que 12 € l'année d'abonnement. Du coup, voilà, je pense que c'est important à dire. Et tout ce qui est soins à l'étranger, il faut penser à prendre une assurance en Belgique parce que tout ce qui est paperasse, renvoyer ça au CPAM à Nantes et tout, enfin, c'est un bordel. Là, j'attends des remboursements depuis 2 ans. Enfin, c'est tout un bordel. Du coup, il faut prendre ça en compte. Et voilà, c'est plus. Merci beaucoup pour ces précisions importantes, en effet. Ok, on reste en Europe, on va au Danemark maintenant et on n'a pas encore d'alumni, on n'a pas encore d'étudiant qui est sorti de la SIA Nelson Mandela qui a été au Danemark. Or, c'est une destination qui semble tout à fait intéressante avec beaucoup de cursus en anglais et puis qui est tout à fait abordable aussi. Donc, on vous a trouvé une vidéo, enfin, on a demandé à une étudiante norvégienne qui a fait son bachelor au Danemark si elle pouvait partager un petit peu son expérience avec vous, même si elle n'a pas fait la SIA comme vous. Voilà, elle s'appelle Camilla, on va avoir sa vidéo tout de suite. Je tiens à m'excuser, la vidéo est en anglais, le français, mais n'était pas suffisamment à l'aise pour le faire en français de manière efficace. Donc la vidéo est en anglais et on va l'écouter sur son expérience de bachelor au Danemark. Hello, my name is Camilla. So I actually never studied at SIA Nelson Mandela, but I did do my bachelor's in Copenhagen from 2016 to 2019. I studied at Copenhagen Business School and did my bachelor's in business, language, and culture, which is a really interesting interdisciplinary program that I really recommend. You choose between 5 different language tracks. It's German, Spanish, French, Japanese, and Chinese. And the only thing, and you have, well, a quarter of your courses will be in that language, either, the language courses to learn the language or courses in the language. And the only catch is that you really have to, or like you can't choose a language that is your mother tongue or your native language. So the application process was really easy for me. I just applied through opptagelsen.dk. And I applied through quota 1, so I just applied with my GPA, and I met the language requirements through the courses I had in high school.
And then I know that you can also apply through Quota 2, which is basically with your GPA, but also with an application letter. So I would say that the positive aspects of this, of like just in general studying in Denmark, at least in Copenhagen, there are a lot of international students, a really nice community there. It's also in general just a great city to live in. I also really like the fact that, of course, the studies were basically free, or they were free, at least when you're from the EEA or Switzerland. And it was also really nice that you could apply for this this grant if you worked like 1 to 2 times a week. I think the only, or 10, well, I guess 1 to 2 times, but like 10 to 12 hours a week. And I guess the only negative aspect is just that, you know, you'll probably get to know a lot less Danes. But it's not really negative because, you know, there are a lot of great international people as well. So it's really not negative, but I guess just in terms of expectations, it's good to know. And then I guess my last piece of advice would just be, you know, it's a really good opportunity to be able to work next to your studies and get this grant. So I really recommend doing that. And in addition, I guess as with any European city, it's hard to find accommodation in Denmark, in Copenhagen especially. So it's good to like just start looking early. And I've provided you with some links on where you can find accommodation as well. And probably look at student accommodation as well, because it's really nice to, you know, get to know people outside of your study program. So thank you so much. That's it. And let me know if you have any questions. I think you should have my phone number or my contact information. Bye. Voilà, donc c'était Camilla. Vous avez les informations pour la contacter qui sont en bas du slide ici à l'écran. Donc, cette diapo sera évidemment partagée avec vous. Elle sera postée sur le blog. Vous y aurez accès. Donc, vous aurez tous les liens qui ont été mentionnés. Donc, voilà pour le Danemark. On va maintenant traverser l'Atlantique. On va retrouver Salomé qui étudie au Canada, à Montréal spécifiquement. Salomé, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, partager ton expérience? Bonjour, du coup, j'espère que vous m'entendez bien. Du coup, moi, je faisais partie de la promo de Agathe, donc j'ai eu mon bac l'année dernière. Et du coup, moi, j'étudie à McGill, donc à Montréal. Moi, je suis en Bachelor of Arts et je fais un majeur en sciences politiques et une mineure en communication. Du coup, je sais pas trop, enfin, pas vous dire en gros, mais la candidature, c'est vraiment très simple parce qu'il n'y a pas d'essai à écrire, il n'y a pas de question statement, il y a vraiment que vos bulletins qui comptent. Donc, il faut vraiment que vous ayez des bons bulletins, mais sinon, c'est vraiment très simple. Moi, j'ai postulé que à McGill, mais je sais que, en gros, il n'y a pas de système centralisé comme UCAS ou Parcoursup ou quoi. C'est vraiment chaque université a sa propre, sa propre plateforme. Donc, pour McGill, c'est Minerva. Et en gros, après, ça continue à être votre plateforme pour toute la suite de vos études. Mais en gros, donc, chaque université vous apply indépendamment, en gros. Et voilà, je sais pas trop. Enfin, moi, du coup, j'ai postulé, comme je vous ai dit, que à McGill, mais je connais des gens qui ont postulé aussi en dehors du Québec. Et selon les programmes auxquels vous postulez, il peut y avoir d'autres requirements, comme, moi, je sais que j'ai des copines qui ont passé des tests plus poussés, notamment pour des écoles de commerce ou quoi. Après, niveau prix, c'est important de notifier que c'est assez cher comme destination, sachant quand même que en tant que Français, on bénéficie d'une réduction sur les frais de scolarité au Québec. Donc, au lieu de payer les frais internationaux, on paye les frais des Canadiens non québécois. Donc, en gros, c'est environ 8 000 € l'année. Sachant que après le logement à Montréal, c'est très, très cher. Il y a, la première année, la plupart des étudiants, ils sont en résidence étudiante, donc c'est mon cas. Et donc, c'est environ 1 350 $ canadiens à 1 700 $ canadiens par mois. Donc, ça fait environ 1 000 € par mois. Donc, c'est quand même très cher. Après, sinon, en dehors de ça, les autres, en général, on vous conseille vraiment de faire des colocs, etc. Parce que c'est vraiment ce qui vous revient moins cher. Mais vraiment, prenez en compte le fait que ça va être très cher. Et tout à l'heure, vous mentionnez aussi le transport. C'est vrai qu'en étant au Canada, vous ne pouvez pas rentrer tout le week-end. Et c'est un coût assez important. Et on vient de
perdre Salomé. Je peux juste compléter pour vous indiquer, les élèves SIA prisent beaucoup McGill. C'est très réputé comme université dans le monde entier. Aux États-Unis, McGill est vraiment reconnu dans le monde du travail. Oui, pardon. Par contre, pensez à moins cher, il y a également Concordia et Bishop à Sherbrooke. Donc, il y a d'autres possibilités au Canada. Il n'y a pas que McGill. Est-ce qu'on a Oui, un y a pas... nouveau... je suis désolée, Vas-y, je suis désolée, Salomé, j'ai on te craché. laisse la parole. Zoom ne traverse pas l'Atlantique apparemment. Mais, mais du coup, oui, enfin, c'est sûr qu'il y a des possibilités qui sont un peu moins chères. Mais globalement, si vous voulez aller au Canada, vous avez aussi la possibilité d'aller dans d'autres provinces. Mais là, pour le coup, c'est vraiment, ça s'approche des frais de scolarité des États-Unis. Donc, on tourne plus autour des 40 000 euros l'année. Sachant qu'après, il y a du coup encore enfin, tous les autres frais qui s'ajoutent. Donc, c'est vrai que c'est une destination qui est assez chère. Mais après, encore une fois, enfin, c'est pour le coup une destination qui est assez intéressante. Ça se rapproche vraiment du modèle des États-Unis. Donc, c'est des grosses universités où il y a beaucoup de facultés et il y a beaucoup de clubs, etc. On en parlait tout à l'heure, mais voilà. Et après, enfin, je sais pas si vous avez d'autres questions. Enfin, j'ai plein d'autres trucs à dire, mais du coup, plutôt dans la breakout room, ce sera mieux. Mais, mais voilà. Et juste un point, parce que tout à l'heure, vous avez mentionné que le fait que la nourriture aux Pays-Bas n'était pas aussi bonne. Attendez-vous à ne pas manger de la bonne nourriture ici, parce que vraiment, vous n'allez pas manger de. Enfin, les légumes, ils n'auront pas de goût de légumes, quoi. Enfin, vraiment, il y a des choses à prendre en compte pour la vie qui sont pas les mêmes. Voilà. Ah, Merci le beaucoup. poutine, c'est exceptionnel quand même. Assez particulier, on va dire. Merci beaucoup Salomé, qu'on va retrouver également dans la salle dédiée au Canada d'ici quelques minutes. Je voudrais mentionner juste que d'ici quelques jours, en fait ce jeudi, hein, cette semaine à la Beaujoire, on a les universités du Québec qui viennent pour des séances d'information. Donc si vous êtes intéressé par le Québec, voilà, c'est ce jeudi. L'inscription est obligatoire. C'est pendant la journée de 11h à 19h sur la Beaujoire dans un hôtel. Vous avez tout sur le lien qui est mentionné ici et que je vais essayer de copier dans le chat si vous êtes intéressé et qui sera également sur la présentation. Mais Destination Université Canada spécifique Québec à la Beaujoire ce jeudi. Et nous allons maintenant clôturer ce tour des différents pays par les États-Unis, la destination de la SIA et pourtant peu d'alumni comme le précisait Olivier. Mais nous avons Camille avec nous qui étudie aux États-Unis. Donc Camille, je te laisse nous expliquer un petit peu ton parcours. Oui, bonjour tout le monde. Du coup, je pensais plus parler de mon expérience parce que les trucs techniques et tout, on peut faire après dans les breakout rooms. Moi, j'ai pas fini la SIA. Je suis partie après l'année de première pour faire finir le lycée aux États-Unis. Et comme j'avais une carte verte avec ma famille, enfin, on a tous déménagé là-bas, j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier du tarif résident américain et des scholarships et grants des Américains. Du coup, en fait, j'ai eu la chance de ne pas payer mes études. Après, aux États-Unis, le loyer est très cher. Moi, je payais environ 800 euros pour une coloc à 4. Après, ça dépend aussi des villes où on va, je pense. En Floride, c'est assez cher. Euh, les aspects positifs, moi, je trouve c'est super les États-Unis. C'est un peu cliché, mais c'est vrai, genre les films et tout, c'est quand même assez vrai, les sororités, les fraternités, tout ça, les clubs, le sport, tout ça, c'est très important dans la vie là-bas et c'est très sympa. Quoi d'autre? Ouais, après, c'est sûr, il faut prévoir budget voyage entre la France et les États-Unis. Il faut vraiment, vraiment prendre avantage des scholarships et des grants. Il y en a pas que pour les Américains, il y en a pour les élèves internationaux et tout. Euh, voilà, aussi, faut savoir, enfin, c'est important de noter que les transports en commun, c'est pas très populaire aux États-Unis. Donc, il y a beaucoup de... Enfin, il faut s'organiser avec ses potes qui ont des voitures ou si vous avez le permis, envisager prendre une voiture. Je sais pas, ça dépend aussi des villes. Genre, si vous allez à New York, il n'y a pas besoin de voiture, mais dans d'autres villes, probablement. Ou avoir un budget Uber, en tout cas.
Voilà, après, si vous avez d'autres questions, on va faire les breakout rooms juste après, donc je suis là. Tout à fait. Merci, Denise. Ouais, je ferais juste compléter. Nous avons eu la chance d'avoir Madame la consul américaine de Rennes qui est venue au lycée l'année dernière. Elle nous a beaucoup parlé des possibilités d'étudier aux États-Unis. Et une remarque que je ne savais pas, c'est qu'en fait, une fois que vous êtes accepté dans l'université, en fait, vous négociez votre package d'aide financière et c'est négociable. Donc, ils vont vous faire une première proposition d'aide. Vous payerez tant en frais réels et le reste est pris en charge. Mais en fait, voilà, vous pouvez revenir à la charge et demander plus d'aide et des scholarships de ceci et scholarships de cela. Et voilà, le package, ça se négocie. Donc, il ne faut pas se gêner à demander plus d'aide financière pour faire baisser ce sacré coût américain dans la démesure comme tout le reste. Ouais. J'ai une question. Oui. C'est juste pour les breakout rooms, du coup, c'est quoi on est obligé d'en choisir une ou... Alors, je vais tout expliquer si tu me laisses une minute, parce qu'on y arrive. En effet, là, les Pays-Bas, les États-Unis, c'était le dernier pays. Donc, je voudrais juste faire une petite conclusion sur ce qu'on a abordé maintenant, et puis je vous explique la breakout rooms, comment ça fonctionne. Ouais. Donc, Est-ce que je peux juste rajouter un truc sur les États-Unis? Oui. Les Français ont tendance à viser les Ivy League, les grandes universités américaines. Mais en fait, plus vous choisissez des petites universités, beaucoup moins connues, plus vous avez des chances d'avoir une prise en charge totale des frais d'études. Donc, pensez à viser les petites facs. Ouais. Merci. Excellent. Merci pour ces conseils. On va clôturer du coup la séance sur les pays. Vous êtes évidemment les bienvenus pour échanger avec les alumni. Il y a ce fichier de prise de contact qui avait été créé par Olivier, auquel vous avez tous accès. Vous pouvez voir où les personnes, où les alumni ont été étudiés. Vous avez leur contact. N'hésitez pas à l'utiliser. Participer aux portes ouvertes, on l'a mentionné déjà plusieurs fois, certaines ont lieu ici pendant les vacances de la Toussaint, notamment pour les Pays-Bas. Faites un voyage de reconnaissance, tout ça idéalement sur l'année de première, parce que souvent en terminale, c'est déjà tard, voire trop tard. Prenez les bonnes spécialités, évidemment, en première, en terminale, pour pouvoir sélectionner les études qui vous intéressent et comptez 1 an au total pour arriver à tout préparer, avoir les traductions, avoir les tests d'anglais, avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir postuler dans l'université ou le pays qui vous intéresse. Ensuite, vous validez votre choix, vous candidatez et puis vous conservez toujours une option sur Parcoursup. On ne sait jamais, c'est toujours bien d'avoir un plan B. Voilà, donc maintenant, on a des liens supplémentaires ici que vous retrouverez sur la présentation et qui ont été déjà mentionnés pour certains pays. Et maintenant, je vous parle un petit peu des breakout rooms. Donc, en fait, on essaye de répliquer une situation qui se ferait en live et vous allez pouvoir naviguer d'un pays à l'autre à votre guise. Donc, vous êtes vraiment en contrôle de la salle dans laquelle vous allez. Il y aura une salle par pays qui a été présentée aujourd'hui, mis à part le Danemark, parce que Camilla n'est pas avec nous. Et vous aurez également une salle spécifique pour les années de césure, les gap years. Donc, n'hésitez pas à aller dans les salles de votre choix. Vous pouvez changer de salle à tout moment. S'il y a énormément de monde dans la salle qui vous intéressait et il y en a une autre qui vous plaisait également, vous pouvez changer. Vous naviguez comme vous le sentez. Si vous avez des difficultés à aller dans les salles, restez avec nous en plénière, on vous aidera, on vous y enverra nous-mêmes. J'essaye de reprendre mes notes. Les salles s'appellent, vous allez en bas. Et si vous ne voyez pas un message qui apparaît automatiquement quand on ouvrira les salles d'ici 1 minute, vous allez dans l'option plus en bas et ça s'appelle soit salle de répartition ou activité en groupe séparé ou en anglais breakout room. Donc en fonction des versions Zoom que vous avez, c'est comme ça que vous les trouverez en bas de l'écran si ça n'apparaît pas carrément sur le milieu de votre écran. Donc voilà, on ne va pas revenir en plénière après les breakout rooms. Donc ça veut dire qu'on va clôturer ici, remercier tous les alumni pour leur présence, pour tout le soutien, pour les informations qu'ils nous ont apportées, pour leur contribution aujourd'hui, les témoignages. C'est toujours extrêmement précieux de vous avoir. Donc merci, merci, merci d'avoir
d'avoir à nouveau répondu présent. On a des têtes familières qui reviennent à chaque fois. On est vraiment très reconnaissants. C'est aussi formidable de voir l'évolution. On a des personnes comme Matt qui ont été la première promo SIA en 2017, qui sont encore aujourd'hui là avec nous. On a des promos d'il y a quelques mois, de juin 2023, qui sont là également. Donc, c'est vraiment formidable de voir les différentes évolutions, perspectives, opportunités que nos élèves SIA ont pu avoir. Je remercie également tous les professeurs SIA qui contribuent aussi au contenu de cette présentation et qui nous aident beaucoup à délivrer en fait les informations pour vous tous. Et puis également les parents qui nous fournissent des informations du vécu. Donc, merci à tous de vous être joints à nous. Cette dernière partie, donc en salle séparée, est totalement facultative. C'est à vous de choisir si vous voulez rester et poser des questions spécifiques par pays. Et vous allez maintenant voir apparaître la possibilité de rejoindre les salles par pays ou le gap year. Et donc, on vous laisse choisir la salle de votre choix. Et merci à tous. Et si vous avez des difficultés, restez avec nous en plénière, mentionnez-le nous dans le chat et puis on vous enverra dans la salle de votre choix.